For centuries, foreign trade has been the subject of arguments, articles, books, speeches. Foreign trade is the key to prosperity. Free trade will bring on a Great Depression. A high tariff policy will lead to war. Sometimes in this great, rich country of ours, it must seem we can build anything, that we can grow anything, that we have everything. We feel powerful, prosperous. We feel we can trade with the whole world or not as we wish. But is trade, two-way trade, important to our nation and to the entire world? Purpose of fighting for the human rights of downtrodden people all over this earth. Free trade zones, a home for the greedy carved out in stone, where capitalism's dirty little secrets lay for Western riches. Sweatshop workers working all the day in human conditions. What's our mission? It's just like America's indigenous. Traded shiny things for disease, misery, and death. The white man comes again to steal your trees, your money, and your breath. Grease the palms of your leaders. Poof! There goes the peace and calm of your people. No suture for your wound. Pourquoi est-ce que les gens devraient s'intéresser à l'économie? Les gens, en général, devraient s'intéresser à l'économie parce que si on retourne à la racine même de l'expression économie, ce que c'est que l'économie, ça vient de oikos nomos, qui veut dire finalement gérer les affaires de la maison. Aujourd'hui, la maison est trop grande, c'est peut-être pour ça justement qu'on n'a plus de contrôle sur l'économie, mais dès le départ, la définition de l'économie, c'était ça, c'était gérer finalement ce qu'on a besoin en tant qu'approvisionnement pour pouvoir bien vivre dans une maison. Donc maintenant, la maison, c'est la planète. On parle d'économie mondiale et vraisemblablement, une planète, il n'y a personne qui peut gérer ça. C'est pour ça que beaucoup de gens proposent d'ailleurs de revenir à des petites initiatives locales, de revenir à une grandeur humaine de communauté qui justement ferait en sorte que les gens auraient vraiment leur mot à dire sur leur propre économie. Il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est normal que, par exemple, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale ait son mot à dire sur l'économie des petites communautés africaines? En mon sens, pour moi, ça n'a pas d'allure. C'est quelque chose de démesuré, d'inhumain, puisque les personnes les mieux placées pour savoir de quoi elles ont besoin et de qu'est-ce qu'elles veulent produire, comment elles veulent le produire, ben c'est les gens de ces communautés-là, c'est pas nous. Donc, arriver avec des solutions toutes faites qui viennent généralement des pays occidentaux et les imposer de force par des ajustements structurels qui, justement, sont le fruit du Fonds monétaire international, c'est quelque chose d'illégitime, c'est quelque chose qui va pas de soi. Deuxième élément, évidemment, la situation actuelle doit être rattachée aux différents projets de modernisation indépendante qui ont été imposés en Haïti depuis en particulier la première occupation américaine de 1915. Vous connaissez un peu l'histoire, implantation d'industries d'enclaves d'agro-exportation. Et très rapidement, on a pris la décision de transformer Haïti en fournisseur de main-d'œuvre à bon marché. Et ce rôle que Haïti joue dans la division internationale du travail au niveau régional a une place très importante pour expliquer les phénomènes que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce rôle que nous jouons encore de fournisseurs de main-d'œuvre à bon marché qui a permis l'expansion de l'industrie sucrière, par exemple à Cuba, en République dominicaine, et qui aujourd'hui encore alimente des relations de surexploitation au niveau de la région. La libéralisation commerciale, Haïti, je ne sais pas si vous le savez, c'est le pays le plus ouvert de la région, avec un abaissement spectaculaire des tarifs douaniers, même sur les produits stratégiques, et ce qui a eu comme conséquence, évidemment, une augmentation de la dépendance alimentaire, où Haïti importait par exemple 7 000 tonnes métriques de riz chaque année en 1985. Aujourd'hui, on importe 220 000 tonnes métriques de riz des États-Unis. Et alors que c'est un produit qui peut être fabriqué en Haïti, qui est produit de façon intéressante en Haïti, il y a des variétés, la population est attachée à ces variétés, mais cette production est mise en danger par la concurrence, le dumping du riz américain, avec toutes les conséquences, encore une fois, d'augmenter la pauvreté au niveau rural, d'augmenter les flux migratoires vers les villes et d'avoir une pression sur le coût réel de la main-d'œuvre au niveau des industries. Le public ne s'émeut pas quand on a des populations
qui s'entretuent entre civils, entre eux, pas forcément. Et le FMI, quand on crée une famine dans un pays, on ne s'aimait pas autant que si on arrivait et on jetterait une bombe atomique comme sur Hiroshima et Nagasaki. Là, l'opinion publique internationale serait ameutée. Le Fonds monétaire international découle des accords de Bretton Woods sur une petite bourgade de la côte est des États-Unis au New Hampshire. En 1944, il y avait à peu près une trentaine de pays qui ont signé l'entente, qui, à ce moment-là, créaient le Fonds monétaire international et qui, lui, avait un rôle de reconstruire le vieux continent, l'Europe. Il le faisait via sa Banque mondiale, qui, à l'époque, était la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Alors, on a donc cette Banque mondiale-là qui, après, a changé de mission pour s'occuper des pays en voie de développement et de leur économie naissante. Mais le vrai but du Fonds monétaire international, c'est surtout de faire exactement l'implantation des dictats économiques de Wall Street, c'est-à-dire la Sainte Trinité, libéralisation des marchés, déréglementation tout azimut de tous les secteurs de l'État et libéralisation. Alors, c'est la Sainte Trinité et c'est la politique du laisser-faire et c'est la libre entreprise. Alors, on n'est pas dupe. Elle le fait. Comment? En appliquant des programmes d'ajustement structurel. Ces fameux programmes d'ajustement structurel qui font saigner l'économie, qui vont mettre les gens dans des situations plus bas que terre et qui plus est, qui vont forcer les agriculteurs à pratiquer une culture d'exportation et non une culture vivrière. Alors, ça veut dire que ces gens-là, pour se nourrir, sont de plus en plus dépendants des importations étrangères. C'est le paradoxe. Ces gens-là qui étaient en autosuffisance énergétique, le meilleur exemple, c'est le Mexique, au Chiapas. Ces gens-là étaient en autosuffisance énergétique avec le maïs. Et avec le pacte de libre-échange, eh bien, ce sont les agriculteurs du Nord aux États-Unis qui leur envoient le maïs financé, subventionné par l'État américain. Et quand l'État subventionne le maïs, celui-ci est maintenu à des prix artificiellement bas, ce qui veut dire que les autres vont devoir travailler plus et davantage pour compenser le manque à gagner, parce qu'avant, si les prix étaient plus élevés, il n'y avait pas besoin d'en produire autant. Donc, à ce jeu-là, c'est un jeu à somme nulle. Les paysans dans le tiers-monde, au sud, dans les pays du sud, s'appauvrissent et ils sont pris à la gorge. Et ils ne s'en sortiront jamais. Tout ce qu'ils font, d'ailleurs, ces pays-là, ils ont une dette colossale. Tous les pays pauvres du monde, pays en voie de développement, ont une dette colossale de 2600 milliards de dollars. Ils ne remboursent que les intérêts sur le principal emprunté. Ils ne sont même pas capables de rembourser l'intérêt. Ils sont dépendants des créanciers du Club de Paris et du Club de Londres. Ces deux clubs-là qui gèrent les finances, les créances des États du tiers-monde pour les prêts. One thing that I think that speaks very eloquently about how trade accords are affecting farmers is the high number of suicides among farmers in the developing world. In India, I don't have the statistic, but I was with Devinder Sharma the other day, an expert on biotechnology issues, and he was saying that suicides of Indian farmers is really on the rise. And it's really appalling. And also, when we were in Cancun, there was a farmer from South Korea who committed suicide in protest at WTO policies. In many cases, farmers have been known to drink pesticides and that just because for them the land and the way of life is everything, and they're suddenly being asked to modernize, to buy their seeds instead of exchanging them, to live a life that's completely different from the life that they've lived for generations. You know, and that's very serious. They call it free trade, but who's really getting paid? With a giant Nike foot, the poor are being stepped on. Multinational corporations using economics as a weapon. When the American miners joined forces, El Hombre Rico went to Africa for their natural resources. NAFTA was supposed to save Mexico's economy, but all it did was bring more pollution, more greed, more misery. Our lush lifestyle dangled on all MTV for all to see, hung like a carrot on a stick, taking your money or your labor, you take your pick. The WTO is just a big pimp pulling tricks, rich steady telling the poor and dismissed, look at all the wealth that you've missed.